Injecter un signal radiofréquence directement dans une porte logique? Non. On ne fait pas ça. Mais alors, comment on fait? Bidouilleur, salut, 8 pistes. Oh mon Dieu. Le condensateur électrolytique. One wire. Bidouilleur, salut. Je vous avais mentionné dans ma vidéo numéro 5 de la série de découverte du FPGA que je reviendrai sur le sujet. Il s'agissait de convertir un signal radiofréquence venant d'un générateur HF, un générateur de signal, si vous voulez, en un signal logique niveau CMOS de 3,3 volts d'amplitude pour que je puisse l'injecter dans le FPGA et mesurer sa fréquence. Car non, on n'injecte pas un signal sinusoïdal RF directement dans une entrée logique. Et je vais vous expliquer pourquoi dans les minutes qui suivent. Mais en quelques mots, l'amplitude est souvent insuffisante et le niveau moyen CC n'est pas compatible avec des signaux logiques. Je voulais construire un circuit fonctionnant jusqu'à au moins 100 MHz et étant le plus simple possible. Je me suis monté un petit circuit à un seul transistor pour faire ce travail. Aujourd'hui, je vais vous décrire ce petit circuit qui est loin d'être parfait, mais qui a fait le travail quand même. Et je vais aussi vous proposer d'autres solutions d'interface possibles entre un signal radiofréquence, genre sinusoïdal à haute fréquence, et une entrée de porte logique. Alors la tâche à accomplir, c'est de convertir un signal sinusoïdal venant d'un générateur haute fréquence, qu'on appelle un générateur RF, en un signal logique qu'on peut insérer dans une porte logique, que ce soit un FPGA ou une puce logique, un microcontrôleur, peu importe. Alors, il y a quelques raisons pourquoi on doit faire cette conversion. Ce n'est pas juste une question de goût. D'abord, une question d'amplitude. En général, les signaux radiofréquences venant des générateurs de signaux sont des ondes sinusoïdales et l'amplitude sera insuffisante pour alimenter directement une entrée qui a une amplitude de 3,3 volts ou même de 5 volts, si c'est du CMOS 5 volts. Alors, on doit faire une forme d'amplification du signal. On n'a pas tellement de choix. L'autre raison, c'est le décalage. C'est que habituellement, le signal est centré sur le 0 volt. Et donc, un composant négatif. Et on ne peut pas utiliser un signal qui va dans la négative sur une entrée logique, dont la porte logique en aval est alimentée entre 0 et 3,3 volts. Normalement, on n'insère pas une composante négative. Alors, le décalage, ça ne va pas au niveau CC, au niveau de la tension CC moyenne du signal. Et finalement, il y a une question de front montant. Bon, si le signal est très rapide, dans les mégahertz et plus, ce n'est pas vraiment un problème d'utiliser une onde sinusoïdale à injecter dans une entrée logique au niveau des fronts, montant ou descendant. Par contre, si vous ralentissez beaucoup la fréquence, un signal sinusoïdal aura un front montant beaucoup plus lent qu'un signal carré, où là, la transition entre les deux niveaux est très rapide. Donc, il y a une question de front aussi qu'il faut considérer. Alors, c'est cette petite boîte-ci qu'on veut créer. Et vous allez voir, c'est assez simple. Bon, alors oui, je ne voulais surtout pas passer des heures et des heures à concevoir un circuit. J'avais besoin de quelque chose de rapide. Et puis tout de suite, moi, ça m'est venu en tête qu'un transistor NPN, dont l'émetteur serait rattaché à la masse, pourrait me produire un signal en sortie entre 3,3 volts et la masse ou tout près lorsque le transistor est en conduction. Et donc 3,3 volts, bien sûr, lorsqu'il n'est pas en conduction, c'est la résistance qui tirerait vers le haut. Donc je me suis dit, ouais, je pourrais utiliser simplement un transistor. Alors j'ai pris un 2N3904 qui est loin d'être un transistor performant en HF, là, en haute fréquence, dans les centaines de mégahertz. C'est un transistor d'usage général. Mais j'ai dit, tiens, je vais le faire. Avant, je vais le simuler. Alors, c'est ce que j'ai fait ici, dans LT-Spice. Alors, j'ai pris mon transistor, j'ai attaché l'émetteur à la masse, j'ai mis une résistance de collecteur sur le 3,3 volts, qui est l'alimentation venant du FPGA, bien sûr, avec du filtrage. Bon, après ça, je me suis dit, forcément, il va falloir que je
polarise partiellement le transistor pour que lorsque le signal arrive, bien, il fasse assez rapidement commuter le transistor, puisque le signal ici va être plus faible que 3,3 volts. Là. Donc, je me suis dit que j'allais mettre un diviseur résistif comme cela, qui allait élever, si vous voulez, partiellement la base, donc partiellement polariser la jonction PN, ici. Et donc, j'ai joué avec les valeurs. J'ai commencé, je dis, tiens, je vais mettre un rapport 1 à 4, 1 à 3, 1 à 5. Et puis, par la suite, j'ai attaqué avec mon signal radiofréquence ce circuit. Je me suis dit qu'il fallait bien que je mette une résistance pour limiter le courant dans le transistor. Donc, je suis parti peut-être à 500 ohms ou quelque chose du genre. Mais vous comprendrez que j'ai joué avec les valeurs par la suite et j'ai fait des simulations répétées. J'ai aussi ajouté un condensateur pour bloquer le CC, pour ne pas que la tension CC ne traverse du côté du générateur de signal, ou vice-versa, s'il y a une tension CC de ce côté-ci, pour ne pas que ça vienne affecter la polarisation de mon circuit. Donc, condensateur. Et finalement, j'ai créé un générateur de signal. Je lui ai mis une sortie de plus 10 dBm, soit environ 700 mV à RMS. Et je lui ai mis une résistance de source de 50 ohms. C'est ce qui est le cas avec un générateur radiofréquence. Et j'ai mis une résistance de terminaison ici pour terminer le câble coaxial qui arriverait du générateur. Si les distances sont courtes ou si vous manquez d'amplitude, vous n'êtes pas capable d'avoir assez d'amplitude, vous pourriez peut-être éliminer cette résistance. Il y aura peut-être un peu plus de boss sur votre signal ici en entrée, ça peut-être pas aussi propre, mais ça va quand même fonctionner si vous manquez d'amplitude. Alors c'est comme ça que je suis parti et j'ai simulé ça et j'ai commencé à jouer avec les valeurs. Je me suis rendu compte, bien sûr, qu'à 10 MHz, lorsqu'on fait une simulation à 10 MHz, qu'il y avait amplement, comme vous voyez, de gain. Vout, c'est la sortie en bleu. Vin, c'est le signal d'entrée sinusoïdal venant du générateur. Alors clairement, il y a assez de gain pour que ça ressemble plus à une onde carrée qu'à une onde sinusoïdale à 10 MHz en sortie. J'ai aussi affiché le courant à la base du transistor parce que je me suis dit, je vais quand même surveiller le courant pour être sûr que ça ne dépasse pas quelques milliampères. C'est un petit transistor de signal, il ne faudrait quand même pas exagérer. Alors 2-3 milliampères, c'est correct, il n'y a pas de problème. Je crois que la limite, c'est 10 milliampères pour ce transistor-là. Donc, on a une certaine marge de manœuvre de courant de base et on produit un signal de sortie qui va près de 0 et qui part à 3,2, 3,3 volts. Donc, c'est parfait. Ce circuit-là à 10 MHz fonctionnerait très bien. Il rencontre nos exigences. Maintenant, si je monte la fréquence, vous allez voir que la performance va commencer à se détériorer. Alors, si je mets plus tôt, ici, au lieu de 10 MHz, je vais mettre, disons, 50 MHz. À 50 MHz, si je simule à nouveau et que je zoome sur le signal, vous voyez déjà que le signal ne se rend plus tout à fait tout près du zéro. Alors, on part à 3,3, ce n'est plus aussi carré, bien sûr, et on ne se rend pas tout à fait au zéro. Mais ce circuit-là fonctionnerait quand même assez bien dans une porte logique. Là. On est de l'ordre 0,5, 0,6 volts. Il est fort à parier que ça fonctionnerait toujours bien. On pourrait augmenter la force du signal sur le générateur si on a la capacité de le faire, ou on pourrait jouer avec les valeurs des résistances pour aller chercher une un peu plus grande amplitude ici, bien sûr. Alors, 50, c'est encore acceptable. Si je vais maintenant à 80 MHz, alors si je resimule à 80, bien là, j'obtiens un signal qui n'a plus l'amplitude, je dirais, requise là, à 80 MHz. On part toujours près du 3,2,3 volts, c'est très bien, mais ça nous manque de pouces. On voit que l'effet capacitif du transistor, le 2N3904, commence à faire son effet. Le gain diminue énormément. On arrive à 1,7 volts en sortie. Ça devient insuffisant donc à 80 MHz avec le signal d'entrée qu'on a pour faire fonctionner ce circuit CMOS que j'alimenterais là, avec le signal bleu ici, donc entre 0 et 3,3 volts. Alors là, c'est là qu'on peut commencer à jouer avec les valeurs des composants ici pour augmenter un peu la forme du signal. Je pourrais augmenter ici le signal aussi à 2,8 volts au lieu de 2 volts, donc plus 13 dBm. On pourrait faire ça, qui est habituellement faisable pour la plupart des générateurs synthétisés. Ils peuvent produire plus 13.
Donc là, on commence à pousser un peu plus fort au niveau du courant dans l'entrée de la base. On devra changer les valeurs des composants, comme par exemple ici, peut-être tirer un petit peu plus fort, donc polariser un petit peu plus le transistor dès le départ. Donc par exemple, ici, je pourrais mettre 3,9K de résistance. Donc ça va augmenter, ça va tirer un petit peu plus vers l'alimentation. On pourra voir ce que le résultat donne maintenant si je simule cela. Et avec 3,9, bien, on s'aperçoit qu'on descend en bas du 1 volt. Voyez-vous, on part à 3 volts et on diminue sur le signal bleu là, en bas du 1 volt. Alors, avec un petit peu plus de pouce sur le générateur, on n'aura aucun problème à faire fonctionner ce circuit-là à 80 MHz. Alors, vous voyez l'idée, c'est comme ça que j'ai vérifié mon circuit avant de le construire pour être certain que ça allait au moins fonctionner. J'aurais pu prendre un transistor VHF qui performe plus en haute fréquence, donc les capacités parasites diminuent. Bien sûr, un transistor de montage en surface serait beaucoup mieux qu'un transistor avec des broches, des fils. Les inductances parasites diminueraient. Et donc, on pourrait aller chercher une performance bien meilleure. Mais vous avez vu dans la vidéo du FPGA que j'ai été capable de monter au-dessus de 200 MHz en ajustant vraiment le signal d'entrée le plus fort que je peux, puis en poussant à la limite ce circuit, là, ça fonctionnait encore. Mais je voulais juste me créer quelque chose de rapide. Je n'avais pas la journée pour construire un circuit sophistiqué. Vous verrez, je vais vous donner quelques exemples qui sont probablement meilleurs que celui-ci à bien des égards. Mais ça fonctionnait, c'est ça qui comptait. J'ai aussi construit le circuit avec un JFET, J310, qui a fonctionné très bien à 10 MHz. Ça fonctionnait aussi jusqu'à 100 MHz, mais peut-être pas aussi bien. Alors, j'ai préféré passer avec un NPN. Mais vous pourriez très bien faire des simulations avec un J310. Vous aurez à changer, bien sûr, les valeurs ici. Peut-être que vous n'aurez même pas besoin des résistances ici pour polariser. Le signal d'entrée sera probablement suffisant pour exciter le transistor et le faire fonctionner. À vous de vous amuser, de faire des simulations, de l'essayer. C'est comme ça qu'on apprend, en jouant avec les valeurs. Non, si je monte cette valeur-ci, si je diminue celle-là, qu'est-ce qui va arriver? On simule. Ouais, mais là, j'ai peut-être plus assez de force, plus assez de signal qui rentre. Je vais diminuer la résistance ici. Oui, mais attention, le courant de base commence à être assez élevé. C'est toutes des choses qu'on apprend en faisant des simulations. C'est beaucoup plus rapide que de commencer à changer des valeurs dans un vrai circuit. Maintenant, je l'ai monté, ce circuit-là, sur breadboard, et sur plaque sans soudure. Regardez. Alors oui, je l'ai monté sur une plaquette sans soudure, un breadboard blanc comme ça. Et ça fonctionnait. J'ai mis des valeurs là, que j'avais simulées. Là, c'est peut-être pas tout à fait les mêmes valeurs qu'il y a sur la plaquette. J'ai joué un peu avec. Là. Mais ça fonctionnait très bien. Je me rappelle plus si ça fonctionnait jusqu'à 100 MHz, mais à plusieurs dizaines de MHz, ça fonctionnait. Alors, je me suis dit, il y a de l'espoir que même avec des fils comme ça, puis une plaquette sans soudure, que si je le monte sur une plaquette en cuivre avec un style, disons, un peu plus soigné, là, connecteur radiofréquence, garder les broches les plus courtes possibles et ainsi de suite, que ça allait fonctionner mieux que monter sur le breadboard. Donc, j'ai fait ce montage et oui, comme de fait, ça a très bien fonctionné. Je lui ai amené les alimentations, le fil rouge et noir, ici, à partir de la plaquette FPGA. Et j'avais le signal d'entrée et le signal de sortie. C'est-à-dire que le signal d'entrée, je l'amenais du générateur sur un connecteur SMA, bien sûr. Et le signal de sortie, bien, je n'ai pas pris soin de faire quelque chose de très bien. Je l'ai simplement amené directement sur le connecteur là, header en rangée de la plaquette FPGA. J'avais aussi mis un connecteur SMA sur la sortie. Des fois que je voudrais envoyer un oscilloscope pour vérifier son allure ou l'utiliser avec sur une autre application si vous voulez. Alors tout ça, c'est monté assez facilement. J'ai simplement découpé pour l'alimentation. J'ai découpé les cuivres sur la plaque de cuivre. J'ai fait un îlot tout simplement pour l'alimentation, mais tout le reste est soulevé. Évidemment, la masse, c'est toute la partie cuivrée, sauf le petit îlot découpé. Et le reste, est soulevé, tout simplement. Tout ce qui n'est pas masse est soulevé.
Et ça a fonctionné très bien, comme vous l'avez vu, avec un peu d'ajustement que je ne vous ai pas montré là, dans la vidéo. Pour aller plus haut en fréquence, ben, je jouais avec l'amplitude du générateur de signal parce que c'était loin d'être parfait comme circuit, mais ça a fait le boulot que je voulais, c'est-à-dire faire fonctionner ma plaquette FPGA. J'ai aussi construit ici le circuit avec un JFET, comme je vous ai mentionné. Ici, il est simplifié, il n'y avait même pas de résistance de polarisation, donc simplement le signal qui entre sur la grille et la pull-up, si vous voulez, en sortie du transistor de 470 ohms. Et ça a fonctionné. Je m'en suis servi pour l'entrée de référence 10 MHz. Ça fonctionnait très bien aussi. Pas autant, par contre, à haute fréquence que le transistor bipolaire NPN. Vous auriez pu prendre un transistor PNP, ça aurait fait aussi bien. Hein? Il n'y a pas de problème de ce côté-là. Il faut juste inverser un peu la polarisation dans le circuit. Alors, j'ai bien sûr mis du condensateur là, de filtrage. Mais sinon, ben, c'était ça le circuit que j'ai utilisé. Et c'était vite lancé, vite fait, et ça a fait le boulot. Maintenant, il existe mieux. On peut faire mieux que cela. Je vais vous proposer quelques solutions, des solutions qui varient bien sûr en fonction de la fréquence maximale que vous voulez utiliser. Donc, c'est à voir si ça fera votre affaire, tel ou tel circuit. Alors, en voici quelques-uns. Alors, une autre possibilité, c'est d'utiliser un transceiver de bus. Donc, par exemple, RS422 ou RS485. Donc ici, on utiliserait la partie réception, évidemment, pas la partie émission sur le bus. C'est un bus à 2 fils. Donc, l'avantage d'utiliser un tel circuit intégré, c'est qu'il peut recevoir des tensions ici très élevées au niveau positif, ou même dans la négative. Donc, plus 12 volts, moins 7 volts. Alors, on ne se soucie pas de ce qu'il y a en entrée comme signal. En termes de tension CC moyen, le mode commun. Il n'y a aucun problème, ni pour l'amplitude qui va entrer. C'est un circuit qui est aussi assez sensible, merci. On parle de une hystérésis, donc un signal minimum requis là, de moins de 100 millivolts. Là. On dit une hystérésis de 60 millivolts. Donc un petit signal de rien va se faire convertir en signal logique. Dans ce cas-ci, c'est 5 volts. Si vous avez un signal de 5 volts, ici on regarde une application que j'ai déjà faite. C'est un circuit intégré tiré d'un de mes circuits où j'arrivais avec une référence 10 MHz ici, avec une terminaison de 50 ohms, optionnelle, comme je vous ai expliqué précédemment. On entre dans l'entrée récepteur. L'autre entrée, on la met à la masse. Donc, ça règle le problème. Et on a notre sortie CMOS directement qui va à l'étage CMOS suivant. Ici, c'était sur une alimentation de 5 volts. Mais il existe des circuits intégrés, récepteurs du même type, qui fonctionnent aussi à 3,3 volts, sans problème. Un exemple, le SN75HVD10, qui est aussi un bus transceiver, donc un transceiver de bus, conçu pour RS485. Donc, vous reconnaissez le dessin, une ligne de transmission et une sortie ici, donc récepteur et un émetteur, un driver aussi qu'on ne se sert pas évidemment. Donc, ce circuit-ci, lui, fonctionne à 3,3 volts, conçu pour 3,3 volts d'alimentation, a la même capacité de recevoir un mode commun entre moins 7 volts et plus 12 volts, et donc aura une sensibilité aussi similaire. Par contre, ces transceivers ont une limite au niveau de la fréquence maximale. Et vous l'aurez compris, c'est leur talon d'Achille. Dans le cas de ce 75HVD10, c'est 32 mégabits par seconde, ou si vous voulez, 16 MHz maximum garanti. Bien sûr, ça risque d'aller plus haut. Okay? Mais eux, ils garantissent maximum 32 mégabits par seconde, ou 16 MHz si vous mettez une onde sinusoïdale ou carrée, là, si vous voulez. Et dans le cas du LTC 1485, c'est un peu moins même. Je crois que c'est 13 MHz. Mais si vous travaillez avec des fréquences qui ne dépassent pas donc 15-16 MHz, ce genre de circuit est absolument idéal pour faire la conversion d'un petit signal à un signal CMOS. Leur autre faiblesse, c'est leur prix. C'est plusieurs dollars, 4, 3, 4, 5, 6 dollars, dépendamment
de la puce que vous achetez. Donc, c'est un facteur à considérer, mais si vous en avez juste un à mettre dans un circuit, ce n'est pas trop mal. Maintenant, si vous cherchez une vitesse beaucoup plus rapide et que vous travaillez à 3,3 volts, vous pouvez utiliser un récepteur LVDS. LVDS, c'est un protocole de transmission différentielle, Low Voltage Differential Signaling. Alors, c'est des signaux d'une amplitude de maximum 400 mV. Ces récepteurs ont une sensibilité de moins de 100 mV. Donc, normalement, si on leur alimente quelque chose de 100 mV ou moins, ils vont commuter sans problème. Alors, moi, je vous propose le SN65 LVDS34, qui est un récepteur double. Très souvent, on en a besoin juste un, mais ça ne fait rien. Celui que je vous propose n'a pas de résistance de terminaison interne, mais il y a une version avec une résistance de terminaison. Alors, je vous suggère de mettre plutôt la terminaison à l'extérieur, ce qui vous permettra d'alimenter un signal beaucoup plus fort. La beauté de cette puce, c'est qu'elle reçoit un signal dont l'amplitude peut être n'importe où entre moins 4 volts et plus 5 volts. Donc, son mode commun peut se situer n'importe où, donc peut être centré à 0 si vous voulez, et avoir une amplitude de 4 volts ou même de 8 volts crête à crête, centré à 0, ce qui est merveilleux comme gamme de fonctionnement. Ensuite, il peut fonctionner jusqu'à 400 mégabits par seconde, donc pour une onde carrée, on dirait au moins 200 MHz, sans difficulté, alimenté avec 3,3 volts. Ça vaut 3 $ environ, mais c'est une très bonne solution pour recevoir des fréquences beaucoup plus élevées. Alors, si j'avais à construire sur une plaquette le même circuit que j'ai fait à transistor pour des fréquences élevées, donc, je prendrais le LVDS34, définitivement. Souvent dans le passé, pour des petites expérimentations simples avec un signal analogique qu'on veut convertir en signal logique, j'utilisais des inverseurs Schmitt-Trigger, donc avec une entrée qui a une hystérésis, donc une zone de basculement qui est plus large, de sorte qu'un signal analogique tout croche ne créerait pas une onde rapide, là, qui transitionne rapidement dans la zone sensible au centre, si vous voulez, là, du signal logique. Donc, c'est l'avantage d'une porte logique avec une entrée en hystérésis, comme le 74 AC14 ou HC14 ou ALS14. Il y en a toute une série dans la série 74. C'est que ça permet d'éviter du basculement inutile là, sur des signaux bruyants, par exemple. Donc, ça pourrait être utilisé pour convertir un signal analogique d'un générateur de signal à un signal logique. Mais l'hystérésis sur ce genre de circuit, sur ce genre de puce, est assez grande, malheureusement. Donc, ça va vous prendre un signal analogique qui est pas mal fort, probablement au moins 1 volt RMS, ou en tout cas 0.5, 0.6 volts, 0.7 volts RMS. Donc, vous n'aurez pas la même sensibilité avec un inverseur Schmitt-Trigger, une entrée Schmitt-Trigger, qu'avec les circuits que je vous ai montrés précédemment. Mais ça peut quand même fonctionner si vous êtes mal pris. Ça pourrait faire l'affaire. Naturellement, vous serez aussi limité en vitesse par la vitesse maximum d'opération de la puce. Et ça, ça varie en fonction de la famille que vous choisissez, le HCT, ACT, ALS, il y en a toute une série, là, mais vous serez quand même limité en vitesse, il n'y a pas de doute. D'où l'avantage de plutôt prendre des portes logiques, par exemple, qui fonctionnent avec un bus LVDS, comme je vous ai montré précédemment, qui est fait pour fonctionner à des centaines de mégahertz, alors que des portes logiques de ce type-là, c'est quelques dizaines de mégahertz normalement. Alors, il reste aussi une méthode classique de produire un signal logique avec une entrée, disons, analogique, là. C'est d'utiliser un comparateur ou même un ampli opérationnel, mais monté en configuration de comparateur. Il s'agit évidemment de mettre une résistance de contre-réaction, mais du côté de l'entrée non inverseuse, plutôt que lorsqu'on travaille en mode linéaire, du côté de l'entrée inverseuse. Donc, ce qu'on crée, bien sûr, c'est un ampli opérationnel qui va saturer du côté de l'alimentation ou du côté de la masse. Alors, en polarisant l'entrée inverseuse quelque part à mi-chemin, là, entre l'alimentation VCC et la masse,
Et en arrivant avec notre signal ici, analogique, bien, on fera basculer la sortie à la sortie, donc la tension près de VCC ou près de la masse, si le signal va en dessous, en deçà ou au-dessus de notre point ici de référence qu'on a mis là, avec deux résistances, diviseurs résistifs. Donc l'idée, c'est bien sûr, notre signal analogique viendra flirter avec la tension ici et donc fera basculer la sortie. Maintenant, je vais être clair pour tous, je vous ai parlé d'hystérésis, là, et j'en reparle à nouveau. C'est bien sûr la capacité qu'aura ce circuit de ne pas osciller du niveau haut au niveau bas en sortie, à la moindre petite variation de l'entrée au-dessus et en dessous du signal de notre tension de référence. Donc, on rejettera des petites transitions qui pourraient être considérées comme du bruit finalement sur notre sortie. Alors, en faisant cette branche de contre-réaction, bien, on s'assure qu'il faudra que le signal d'entrée traverse notre point de référence d'un certain niveau pour qu'il y ait basculement et que dans la direction inverse qui traverse aussi au niveau en allant vers la négative d'un certain niveau de tension aussi avant qu'il y ait basculement vers le zéro là, de la sortie. C'est ce qu'on appelle donc une hystérésis et l'hystérésis sera fonction de la résistance R4 ici bien sûr et sera influencée un peu par R3. Donc c'est ça l'idée derrière le circuit comparateur ou même ampli opérationnel. Par contre, pour avoir des ampli-op, des comparateurs qui fonctionnent à très haute fréquence, comme je vous ai montré dans les circuits LVDS, c'est plus difficile. Des ampli-op qui dépassent le mégahertz en fonctionnement, donc avec une bonne performance, les quelques mégahertz, sont de plus en plus chers. Plus on va haut en fréquence, plus ça coûte cher. Si vous allez à un ampli-op qui fonctionne à 100 MHz, ça va être plusieurs dollars. Alors c'est un choix que vous devez faire. Moi je pense qu'il y a des meilleures solutions comme une solution LVDS, donc Low Voltage Differential Signaling que je vous ai montré précédemment, qui est en fait un bus logique conçu pour la haute vitesse. Mieux qu'un ampli-op ou un comparateur à haute fréquence. Si vous travaillez avec des fréquences de moins de 1 MHz ou des fréquences plus basses, ça peut très bien faire l'affaire. Alors, il ne faut pas rejeter cette idée-là, mais si vous voulez aller viser dans 100 ou 200 MHz, c'est probablement pas la meilleure solution. Il y a une autre possibilité que j'aurais pu explorer avec le FPGA. J'aurais pu utiliser une des entrées différentielles du FPGA. Cette entrée-là, la configurer en entrée LVDS, polariser son entrée inverseuse, la branche inverseuse, à disons 1,2 volts plus 1,2 volts, qui est normalement le point de mode commun du signal LVDS, et injecter le signal RF à travers un condensateur sur l'entrée non inverseuse. Ça aurait sans doute fonctionné, probablement même très bien. C'est en rétrospective que j'ai réalisé que j'aurais pu essayer aussi cela. Je vous laisse donc le soin de l'essayer de votre côté. Donc, vous avez constaté qu'il y a plus d'une façon d'accomplir la tâche de conversion de signal sinusoïdal à plus ou moins haute fréquence, jusqu'à très haute fréquence, en signal logique. Tout dépend de l'amplitude du signal d'entrée, de la fréquence d'opération, de la simplicité du circuit étant votre objectif, et du prix, bien sûr. Aussi, je vous incite encore une fois à faire des simulations de vos circuits pour vous simplifier la vie quand viendra le temps de construire le circuit en question. Avec une bonne simulation, le tout devrait fonctionner du premier coup. LT-Spice est gratuit et très puissant. Il s'agit juste de s'accoutumer quand même avec le logiciel et de toutes ses possibilités. D'ailleurs, j'ai fait une série de vidéos d'introduction à LT-Spice. Je vous fournis un lien vers la liste de lecture de cette série d'introduction dans la description sous cette vidéo. Bien voilà, ça fait le tour du sujet pour aujourd'hui. J'espère que vous avez apprécié. Comme toujours, vos commentaires sont les bienvenus. Je vous remercie de me suivre et je vous dis à la prochaine!